Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Médias Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 3 journalistes de Médias Ténois, Nelly Guidici, Élodie Roy et Cristiano Pereira. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on va se plonger peut-être la première dans l'actualité ténoise avec toi Cristiano. Cette semaine, grande nouvelle pour l'immigration francophone. Dis-nous tout. Alors qu'est-ce qui a bien donc été annoncé à l'Assemblée législative ? Oui, c'est vrai. Alors, c'était une nouvelle, une surprise qui est tombée vendredi matin en pleine session de l'Assemblée. Et donc, Ottawa rend honneur ses 300 désignations d'immigration. C'est la ministre Kathleen Cleveland qui l'a annoncé en direct à la députée Kate Reid qui demandait sur le sujet. Et donc, la ministre a confirmé que le quota de programme des candidats des territoires du Nord-Ouest revenait enfin à son niveau complet pour 2025. Quelques heures plus tard, un communiqué officiel venait confirmer la nouvelle, en fait, que le territoire retrouve sa pleine capacité d'accueil pour les travailleurs étrangers qui souhaitent venir et s'installer ici dans le Nord. Ok. Et alors pourquoi c'est important pour notre territoire ? Oui, la nouvelle était importante et c'était un peu la surprise parce que depuis le début de l'année, c'était en janvier, le Nord vivait avec une quota réduite de la moitié. Et c'était une situation considérée très difficile pour les employeurs qui avaient des difficultés à recruter. Donc, la ministre Katie Cleveland, elle était heureuse. Elle a salué ça comme une victoire obtenue grâce à un travail acharné avec Ottawa. Il faut dire que oui, elle parlait déjà depuis des mois qu'elle essayait d'avoir des réunions et de faire un peu de pression à Ottawa pour que le numéro revenait à 300. Donc, normalement, le retour au quota complet va donc permettre d'attirer davantage des travailleurs qualifiés de venir ici, de stabiliser les entreprises locales et surtout, de donner une vraie perspective d'avenir à ceux qui veulent faire leur vie ici, dans le Nord. Et alors, côté communauté francophone, comment elle a réagi ? Oui, donc ça c'était vendredi que la nouvelle a tombé et lundi, tout de suite, la Fédération franco-ténoise a réagi avec un communiqué très positif en fait. Le communiqué parle d'une victoire pour l'ensemble des Ténois, par exemple, et souligne que cette mesure va vraiment aider à combler les besoins de main-d'œuvre et que ça démontre que les réalités du Nord sont enfin entendues à Ottawa. Par contre, la Fédération franco-ténoise garde les pieds sur terre un peu. Elle rappelle que le rétablissement du quota n'est qu'une première étape. En gros, pour que ça fonctionne, il faudra encore miser sur l'accueil, l'intégration et les logements de ces nouveaux arrivants francophones. Donc, la victoire est là, mais le travail continue. Voilà, restons à l'écoute. Alors, toujours à l'Assemblée, on va discuter des autres sujets qui ont occupé nos politiques. Alors, qu'est-ce qui a marqué la reprise des travaux à l'Assemblée législative ? Oui, après l'été, donc, les députés sont finalement retrouvés à l'Assemblée législative le 16 octobre. Pour l'ouverture de la session d'automne et dès les premiers moments, dès les premières heures, les sujets brûlants ont commencé à faire surface, on dirait comme ça. On commence à parler de logement, de l'évacuation, des organismes communautaires et aussi de la crise de l'itinérance à Yellowknife. C'était le député Julian Morse avec une intervention remarquable, en fait, à mon avis, qui a ouvert le sujet. Il a dénoncé un peu les limites des abris d'urgence à Yellowknife et il a appelé le gouvernement à avoir une approche plus humaine
envers les personnes qui vivent dans le campement. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui a été justement dit sur cette situation, on peut le dire urgente, des campements à Yellowknife? Je rappelle notamment qu'il y a un incendie qui s'est déclaré donc ce mercredi 22 octobre, juste à côté de l'Assemblée, dans une des tentes. Donc c'est un sujet urgent. Qu'est-ce qui a été dit? Voilà, l'intervention de Julian Mars, c'était quelques jours avant ce incendie, en fait. Et c'est un incendie qui est vraiment à 200-300 mètres de l'Assemblée législative. C'est vraiment à côté. Donc, Julian Mars, il a commencé pour rappeler qu'il a eu un campement du centre-ville cet été et qu'il y a eu des gens ici dans le centre-ville qui étaient un peu inquiètes. Et grâce au dialogue entre les résidents et le gouvernement et l'avocat Peter Adurian, comme on a fait une entrevue il y a quelques mois à ce sujet, en fait, le campement a pu être déplacé de manière un peu ordonnée vers un lieu plus éloigné du centre-ville. C'est là, à côté pas loin de l'Assemblée législative, en fait. Julian Mars, il a aussi dénoncé un peu les limites des abris d'urgence. Il dit que dans les abris d'urgence, les sans-abri, ils dorment sur des matelas dans un couloir et ils n'ont même pas un endroit pour garder ses affaires. Donc, il a aussi demandé que les résidents, les sans-abri, ils doivent eux-mêmes participer dans les solutions. Donc, pour lui, la solution de tout ce problème passe beaucoup pour l'écoute des sans-abri. Voilà. Il a aussi appelé le gouvernement à canaliser l'énergie des sans-abri et de les aider à trouver leurs propres réponses. Donc il doit y avoir beaucoup plus de communication entre le gouvernement et entre la ville aussi et les sans-abri. En réponse, la ministre du Logement, Lucy Cupton, a commencé à rappeler, elle a dit que le gouvernement prépare un centre de logement transitoire pas loin du site de Folk on the Rocks, le festival, qui est prévu pour 25 personnes. Mais là, il y a encore, les députés ont exprimé quelques doutes. Julian Mars a insisté sur le besoin d'impliquer directement les sans-abri dans la conception du projet et pas juste des discussions entre les organismes. Donc Kate Reid, la députée de Great Slave, quelques minutes plus tard, elle est revenue à charge avec le sujet pour demander à la ministre pour savoir quand est-ce que ce centre ouvrirait. Parce que le centre a été présenté il y a quelques mois, en mai, je pense, et à l'époque, ils ont annoncé que le centre ouvrirait maintenant en automne. Mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles sur ça. Pas de nouvelles. Donc, la ministre, voilà, elle a reconnu que le dossier est retardé, elle a expliqué que c'était en raison d'autorisation fédérale à obtenir parce que, voilà, ce centre est pas loin de l'aéroport. C'est ça son justification. Mais tous ces échanges entre la ministre et Kate Reid et aussi Julian Mars a mis un peu en lumière les tensions entre l'urgence et la lenteur administrative. Je pense qu'on peut dire ça. Et aussi là, la difficulté de trouver des solutions durables à la crise de l'itinérance à Yellowknife. Et puis l'importance de communiquer avec les personnes concernées. Exactement. Et à part cette question du logement, est-ce qu'il y a eu d'autres sujets qui ont fait réagir les députés? Oui, il y a eu d'autres échanges un peu forts. Par exemple, la députée du Dead Show, Cheryl Yakeley, elle a demandé plus d'aide financière pour les évacués de Fort Providence. Ils ont été évacués maintenant en septembre, fin août, début septembre, je pense. Et ils ont dû débourser des grosses sommes pendant son évacuation. Mais la ministre des Finances, Caroline Wozonek, a été très claire dans sa réponse. Elle dit que pas de nouvelle révision de programme de compensation pour le moment. Donc, ils ont reçu $800 pour chaque adulte
et $400 Pour si, les enfants. pour les enfants, Mhm. pour chaque enfant. La députée Shirley Ackley, elle a dit que, en gros, oui, oui, mais ils ont dépensé beaucoup plus que ça, tu vois. Mais voilà, Caroline Wozniak a été très claire, pas de nouvelle révision du programme pour l'instant. Kieran Testart, il a aussi parlé sur un autre sujet, que c'est sur le financement de la SPCA. Donc, il a demandé au Premier ministre s'il comptait donner une aide financière pour les centres des abris des animaux. Mais le Premier ministre, voilà, il a dit que le gouvernement ne peut pas être tout le temps à aider tout le monde, qui n'a pas de budget pour ça, qu'il serait content de donner une aide en privé, une aide particulière de son argent, tu vois, et appeler aussi tout le monde à le faire aussi. Mhm. Mais le Euh, gouvernement mais le gouvernement ne fera pas. ne fera rien. Quelques minutes avant, Lescure a appelé la collaboration entre le gouvernement et voilà, et a insisté sur la responsabilité collective face aux grands défis du territoire. Mhm. Merci beaucoup Cristiano, tu vas continuer à suivre pour nous, j'imagine de près, tous ces sujets. Maintenant, on décolle direction le Nunavut avec toi Nelly. Tu travailles depuis quelques semaines sur la sécurité alimentaire dans le Nord et plus particulièrement aux solutions mises en place comme l'hydroponie dans les 3 territoires. Alors sur le site de Médiaténois, on peut déjà retrouver 2 articles centrés sur le Yukon et les TNO. Et maintenant, du coup, tu nous parles plus précisément d'une ferme qui se situe au Nunavut. Alors, quand est-ce qu'elle a été installée et par qui elle est gérée? Alors, la ferme dont je parle dans l'article cette semaine, dans Médiaténois, c'est une ferme expérimentale scientifique qui se situe dans le village de Goa-Even, donc au Nunavut, et qui est quand même à 250 km au nord du cercle arctique, donc c'est vraiment très très haut. Narvik, juste pour préciser, Narvik, donc c'est le nom de ce projet, de cette ferme, ça signifie lieu de culture en Inuktitut. Et ce projet, il est géré par plusieurs organisations. L'organisme principal qui est vraiment à la tête du projet, c'est un organisme de recherche qui s'appelle Arctic Research Foundation. Et cet organisme gère le projet Narvik avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, l'Agence spatiale canadienne, le Conseil national de recherche du Canada, mais aussi au niveau local avec le hameau de Goa-Even. Donc c'est vraiment un projet multiparti. Plein d'organisations ont pouvoir de décision, mais c'est surtout le dialogue constant entre le hameau de Goa-Even et le Arctic Research Foundation qui fait que cette ferme fonctionne depuis 2019. Donc ça fait déjà 6 ans. Oui, ça fait quand même du temps. Et alors, est-ce qu'elle fonctionne avec des énergies renouvelables? Oui, alors comme dans les fermes hydroponiques au Yukon, au bord du lac Loani et à Inuvik dans les territoires du Nord-Ouest, Narvik fonctionne avec des énergies renouvelables, notamment des panneaux photovoltaïques. Mais pas uniquement. C'est vraiment une combinaison de sources énergétiques qui permet à cette ferme de fonctionner. Donc le solaire, mais aussi l'éolien, avec des éoliennes, plusieurs éoliennes qui ont été installées aux abords immédiats du site. Et il y a même une génératrice au diesel de secours qui prend le relais, par exemple, pendant les longs mois d'hiver où il n'y a pas assez de vent. Cette génératrice prend le relais pour faire fonctionner la ferme. Donc on a 3 sources d'énergie, dont 2 renouvelables pour le fonctionnement de la ferme. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec le directeur de l'Arctic Research Foundation, qui s'appelle Monsieur N. Effer, qui est le président directeur général de cette organisation. Et lui m'a dit que leur objectif, c'est vraiment d'atteindre 70% d'énergie renouvelable pour faire fonctionner cette ferme dans les années à venir. Donc, ils travaillent dans ce sens vraiment pour maximiser au maximum les panneaux photovoltaïques, l'éolien. Et il faut savoir que les panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires, en fait, ils ont un très grand rendement, en particulier à Goa-Even, pendant les mois du printemps, quand le soleil est de retour, mais que la neige est toujours présente.
car la réflexion des rayons du soleil sur la neige fait que le rendement des panneaux solaires est très impressionnant. Ça marche vraiment très très Mhm. bien. Mhm. Donc c'est vraiment un projet un peu atypique dans la mesure où il y a une combinaison du solaire, de l'éolien, de cette génératrice de secours, contrairement au Kluani, à la ferme dans le lac Kluani et à Inuvik qui n'a pas d'énergie éolienne en fait pour faire fonctionner leurs unités hydroponiques. Mhm. Alors maintenant, grande question, est-ce que ce modèle fonctionne? Parce qu'on l'a vu du coup, dans les autres articles que tu as écrits au TNO ou au Yukon, que c'était quand même assez compliqué. Donc là, est-ce que tu vas nous annoncer une bonne nouvelle? Oui, je vous annonce une bonne nouvelle. Ça fonctionne. Alors, ça fonctionne pour plusieurs raisons. La première, c'est que la ferme, elle se situe aux abords immédiats du village, à moins de 15 minutes à pied. C'est-à-dire que les résidents, ils peuvent se rendre à pied sur la ferme pour aller chercher une laitue ou aller chercher des légumes. Le personnel sur place, ils sont quand même une petite dizaine. Ils sont tous issus du village. Et ils ont été formés sur place. Donc, il n'y a pas de problème d'employés à former et de rétention d'employés finalement, Mhm. parce que les employés qui font fonctionner cette ferme ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs ou des provinces, ce sont vraiment des gens du hameau de Goaven. L'énergie renouvelable dont je viens de parler, bah, ça fonctionne parce qu'il y a plusieurs sources d'énergie et du coup, les coûts ne sont pas aussi élevés que ce qu'ils sont, par exemple, à Inuvik. La ferme, pour rappel, la ferme d'Inuvik ne peut pas fonctionner à l'année à cause de ce coût énergétique qui est trop important, alors que Narvik, le projet Narvik à Goaven, fonctionne 11 mois sur 12. Ils ferment juste à Noël pendant le mois de Mhm. décembre pour laisser un petit break, disons, à leurs employés, mais sinon, elle fonctionne toute l'année sans problème. Donc, et puis il y a aussi un dialogue constant. C'est pas uniquement ces organismes scientifiques comme Arctic Research Foundation qui fait fonctionner la ferme selon leur calendrier et leurs attentes. Ils sont vraiment dans un dialogue constant avec le hameau, avec le conseil des aînés du hameau et avec l'association locale des chasseurs et des trappeurs. Donc, c'est vraiment une discussion constante et permanente qui permet de faire fonctionner la ferme en fonction des besoins des gens. Euh, et puis surtout, ben, il y a le financement nécessaire. Mais selon le monsieur N. Il faut que Narvik ne reste pas l'exception dans le Nord. Ça fonctionne. Ils combattent l'insécurité alimentaire avec ce projet, mais pour que ça ne soit plus une exception et que ce type de ferme s'implante dans d'autres communautés arctiques du Nunavut ou ailleurs dans les territoires du Nord-Ouest ou même au Yukon. Il faut qu'il y ait ce dialogue avec les communautés. Il faut que la ferme soit proche des villages. Il faut qu'il y ait le personnel qui soit impliqué, formé et qui puisse faire fonctionner sur l'année la ferme. Il faut une variété d'énergies renouvelables et un investissement du gouvernement fédéral et territoriaux dans les infrastructures aussi. Donc c'est une combinaison de plein de choses qui fait que Narvik est un succès, mais il faut de l'investissement monétaire et ce modèle pourrait être vraiment un succès à l'échelle des territoires si la façon dont il fonctionne à Goaven se reproduisait dans d'autres communautés. En tout cas, c'est un très bel exemple. Merci beaucoup, Nelly. Alors, on va terminer cet épisode d'Info Hebdo avec Elodie, qui nous partage ses idées sorties pour la macabre fin de semaine de fin octobre. Alors, pour toi, Halloween à Yellowknife, on va d'abord se concentrer à Yellowknife, c'est pas juste pour les enfants. Pourquoi tu penses que la ville mise autant sur des événements artistiques pour cette fête? Ouais, je pense que c'est parce que la scène culturelle des Yellowknife est quand même assez présente en général ici à Yellowknife. Les artistes aiment s'emparer de moments festifs comme Halloween ou Noël ou peu importe pour créer quelque chose d'un peu plus différent et plus expressif. Des spectacles comme le Boulex ou le The Rocky Horror Show, je m'excuse. C'est une façon de mêler humour, sensualité, l'art et surtout le frisson de la fin d'octobre dans un contexte qui reste quand même assez festif. Et ça attire autant les curieux que les habitués. Donc, ça rassemble beaucoup du monde autour de la culture locale qui attire aussi, qui est très artistique en général. Et alors, c'est souvent une fête pour s'amuser, se déguiser, et c'est aussi, donc, comme tu aussi le disais juste avant, donc un moment pour célébrer l'art et la collectivité. Alors, qu'est-ce qui rend cette période spéciale?
Oui, déjà pour moi, c'est très spécial. Moi, personnellement, je crois que Yellowknife est spécial aussi, mais Halloween, c'est sûrement ma fête préférée. Mais à Yellowknife, plus spécifiquement, on a je trouve qu'on a cette capacité de transformer chaque événement en moment communautaire où on peut tous se rassembler. Il fait froid, les journées raccourcissent clairement. À 8 heures du matin, il commence à faire noir. Et alors, les gens ont envie de se retrouver et je dirais de créer un peu comme une certaine chaleur humaine. Halloween devient une excuse parfaite pour ça. On voit les familles, les artistes, les commerces, tout le monde qui embarque dans l'ambiance. C'est une période où la créativité sort vraiment dans les costumes, les décors, les spectacles, peu importe. Et je trouve que ça reflète assez bien l'esprit de la ville. Mm-hmm. Et alors, à part Yellowknife, on s'éloigne un peu, on va parler un peu plus des TNO. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à faire pour célébrer Halloween? Oui, absolument. Même si on peut retrouver la plupart des activités pour cette fête, surtout ici à Yellowknife, il y a plein d'autres places, communautés, villes au TNO qui font des activités pour ça, pour Halloween. On trouve souvent des soirées costumées, des centres organisés par les centres communautaires. Je suis désolée, qu'est-ce qui se passe avec moi aujourd'hui? Et des concours de décoration de maisons, des concerts ou encore même des chasses de bonbons organisées par les écoles. Alors, si jamais quelqu'un aimerait savoir ce qui se passe dans la communauté pour Halloween, on peut simplement aller voir les réseaux sociaux, bulletins locaux ou même les sites web de la ville pour savoir qu'est-ce qui se passe. OK. Suivre les réseaux sociaux, c'est sûr, on va certainement pas s'ennuyer. Merci à tous les trois. C'est toujours un plaisir de vous entendre parler de vos sujets et de nous apprendre plein de choses. Merci beaucoup. Merci. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediatenois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Média Ténois.